Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info ce vendredi. Voici le décryptage de l'actualité. Pour commencer, on parle du Mali. Ce soir, l'armée malienne a tué ou fait disparaître au moins une cinquantaine de personnels lors de récentes opérations militaires dans le centre du pays, a accusé mardi dans un rapport l'ONG Human Rights Watch qui réclame que les enquêtes annoncées par les autorités soient menées à terme. On va en parler tout de suite avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Nouveau rapport donc accablant de Human Rights Watch contre l'armée malienne. Que dit exactement le rapport? En fait, comme d'habitude, les ONG ont cette façon de produire ce qu'on appelle un rapport documenté. Ils disent une cinquantaine de morts, mais dans le rapport, ils précisent l'origine de cette cinquantaine de morts. Et dans le rapport également, il y a des témoignages. Vous avez un des témoignages, moi, qui m'a le plus choqué, où une vieille dame est partie, laissant son mari, un homme âgé également, leur petit-fils à la maison. Elle est revenue, elle a vu des traces de véhicules militaires, des traces de bottes. Son mari a disparu, l'enfant a disparu. Elle a passé tout son temps à chercher, accompagnée par les villageois, jusqu'à ce qu'on retrouve la canne du vieux. Rien d'autre. Où c'est passé, personne ne sait. Tous les témoignages au niveau du village disent que c'est les militaires qui sont passés par là. Vous avez un autre témoignage. Ici, c'est un bus de transport qu'ils ont arrêté. En fouillant les bagages, ils ont vu une tenue militaire avec les chaussures des militaires. À cause de cela, ils se sont mis à frapper ceux qui étaient dans le bus, excepté les femmes. Et finalement, on s'est retrouvé avec 16 personnes qui ont disparu. À Mopti, c'est plutôt 34 personnes qui ont été tuées. Donc, il y a un rapport qui est là, documenté, qui pose des faits bien précis où les militaires maliens ont été impliqués dans des exactions par rapport, de façon générale, à des populations qui sont des populations civiles. Et c'est pourquoi, effectivement, ils réclament qu'il y ait une enquête pour qu'on sache si c'est effectivement les militaires maliens qui l'ont fait, parce que dans ces zones, parfois, les gens n'hésitent pas à porter la tenue militaire, mais dans les témoignages des populations, les populations parlent de militaires maliens avec les tenues, avec la voiture, etc. Dans quelle zone du Mali sont localisées ces exactions qu'on impute à l'armée? C'est surtout dans le centre. C'est surtout dans le centre du Mali, là où aujourd'hui, il y a plein de conflits, pas seulement par rapport au terrorisme, mais également par rapport aux communautés. Et il y a un autre témoignage également où les militaires ont leur voiture qui circulait, qui tombe sur un engin explosif. Il y a un militaire qui est tué, il y a un militaire qui est blessé. Il y a 2 commerçants qui étaient sur leur moto, âgés de 35 et 37 ans. Les militaires descendent et les abattent froidement sans leur poser aucune question devant les populations. Et c'est toujours dans cette zone du centre du Mali qui, effectivement, est une zone aujourd'hui d'instabilité. Peut-être qu'avec l'accord signé récemment entre les terroristes et les Dozo, les chasseurs traditionnels maliens, peut-être que la violence va diminuer au niveau de cette zone. Mais c'est dans cette zone qu'on a vu les militaires poser ces exactions, si on s'en tient au rapport de Human Rights Watch. Alors, ce rapport de Human Rights Watch parle donc de faits bien précis, mais surtout de faits qui se sont déroulés pour la plupart après le coup d'État. Mais tout à fait, c'est pourquoi ils insistent en interpellant le pouvoir actuel, puisque tout s'est passé après le coup d'État militaire, et ils craignent que le fait que des militaires aient pris le pouvoir soit regardé un peu comme une sorte de carte blanche pour l'armée, pour pouvoir faire ce qu'elle veut sans pour autant s'attendre à un retour en termes de justice, alors que même avant les militaires, avec le président Ibeka, si vous vous rappelez, les Nations Unies avaient également fourni un rapport où des exactions similaires étaient reprochées à l'armée malienne. Ce n'est pas la première fois, et d'ailleurs, ça a déjà entamé très fortement la confiance des populations par rapport à l'armée malienne. Quand vous regardez les documents produits par d'autres spécialistes qui travaillent sur ces questions de sécurité, souvent, les populations vont vers ces terroristes parce que considérant qu'avec eux, on est plus en sécurité, en étant avec eux, ils ne vous attaquent plus, puisqu'on ne voit pas l'armée malienne assumer ce rôle de sécurité, de sorte que parfois, des gens qui sont entre guillemets sympathisants ne le sont pas par conviction, mais ils le sont juste par opportunité pour ne pas avoir à subir les actes de ces terroristes-là. En dehors de ces nouvelles
exactions documentées par Human Rights Watch. Est-ce que l'armée malienne est coutumière du fait? Elle l'a été pendant un temps. On se rappelle ce marché où ils sont allés, ils avaient tiré sur les gens et ça avait choqué même puisque certains de ces soldats, bien que maliens, étaient dans le groupe de la MINUSMA, donc ils étaient sous j'allais dire le casque des Nations Unies. Ça avait véritablement fait grand bruit à l'époque. Ils l'ont fait également par rapport aux populations Peul en particulier à cause de la branche d'Amadou Koufa où une bonne partie des combattants sont des Peuls, mais toutes ces exactions avaient été dénoncées et à un certain moment, l'État malien était devenu un peu plus regardant parce que les ONG, la communauté internationale, la société civile malienne, les organisations également Peul avaient commencé à faire ce travail qui montre comment des exactions ont été faites par l'armée malienne sur des populations civiles. Ça avait un peu tempéré la situation, mais c'est comme si ça reprend après ce coup d'État. Et c'est pourquoi Human Rights Watch, dans le rapport, insiste sur le fait que toutes ces exactions sont revenues après le coup d'État. Et quand on prend la période, il y a eu plus d'exactions dans cette période qu'on n'a jamais vu avant, même quand on dénonçait également les exactions de la part de l'armée malienne. Est-ce qu'il y a eu une réaction de l'état-major militaire malien ou des autorités maliennes? Les autorités disent que des enquêtes ont déjà été ouvertes. Elles ont été saisies, elles n'ont pas voulu faire ce dialogue contradictoire qui est le principe, pour ne pas dire la règle, avant qu'on ne publie un tel rapport. Les autorités ont tout simplement dit que quand elles ont été informées, des enquêtes ont été ouvertes. Bon, mais il y a du bémol dedans parce que les enquêteurs sont allés vers les populations également. Parmi les questions qui avaient été posées aux populations, c'est est-ce que les autorités maliennes sont venues pour connaître la situation. Et dans les zones où il y a eu ces exactions, toutes les populations ont dit que personne n'est venu ici de la part ni de l'armée, ni du pouvoir malien pour une quelconque enquête sur ces exactions qui ont été signalées. Est-ce que Human Rights Watch, de son côté, a pris soin de notifier ce rapport aux autorités pour recueillir leur avis avant publication? Ils le font systématiquement. Les ONG internationales ont cette pratique qui est là, qui est indiscutable, mais parfois, ils sont confrontés à ce à quoi nous, journalistes, nous sommes confrontés. J'ai une information importante qui concerne une personne, je saisis la personne, elle me reçoit ou bien elle me prend au téléphone. Quand j'exprime ce pourquoi je veux rencontrer la personne, elle me dit on va se voir après. Après, maintenant, son téléphone est inaccessible, vous ne pouvez pas le voir physiquement. Ils sont confrontés souvent à ce genre de situation. Les autorités refusent ce côté contradictoire qui aurait pourtant permis, dans le rapport, de mettre en même temps la version de l'autorité, puisque ça permet au rapport d'être plus objectif. Mais quand les officiels refusent de réagir, ils publient le rapport en disant la démarche qui a été faite. Et après, vous voyez, tout le temps, c'est l'officiel qui répond en disant non, ils ont fait le rapport sans nous avoir consulté, ils l'ont publié. Alors, souvent, comme c'est des gens quand même qui sont de vrais professionnels, ils sortent les preuves pour montrer qu'ils ont pris contact avec qui de droit, mais on n'a pas voulu donner suite à leur demande. Alors, qu'est-ce que réclame Human Rights Watch? Qu'une enquête soit ouverte et qui? C'est les autorités maliennes ou une enquête indépendante? Généralement, ces organismes demandent deux choses. À l'État de prendre ses responsabilités. Puisque, quoi qu'on dise, quand il y a des exactions sur un territoire, il revient à l'État de mettre au clair ce qui s'est passé sur le territoire. Quand maintenant c'est un pays comme le Mali, où la situation actuelle est une situation où la confiance pose problème par rapport à l'État, par rapport à l'armée, généralement on demande une commission indépendante, qu'on intègre la société civile en particulier pour que, quand des conclusions vont être données par rapport à l'enquête, que ces conclusions puissent avoir une certaine crédibilité. On a vu ce qui s'est passé avec le bombardement de ce mariage également, où malgré ce qui a été dit par le gouvernement français, par l'état-major français sur place, par l'armée malienne, par le gouvernement malien, les gens ne sont toujours pas satisfaits, les gens réclament une commission indépendante pour pouvoir savoir effectivement qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'on doute de l'information qui a été donnée par les officiels, puisqu'ils font partie d'un camp, ils sont concernés par cette affaire-là. Finalement, au Mali, on a par exemple des exactions ici imputées par Human Rights Watch à l'armée malienne. On a également des exactions commises par les forces étrangères qui sont présentes, les populations civiles qui
payent déjà le lourd tribut devant le terrorisme sont finalement exposées à elles-mêmes. Oui, mais c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que c'est ça qui les amène finalement à créer cette sympathie par rapport au mouvement terroriste. Puisque quand ils viennent dans une zone, si tu t'allies à eux, tu peux aller cultiver, tu peux aller faire paraître tes animaux sans risque, ils ne vont pas te prendre tes bêtes. Puisque eux aussi, il y a cette stratégie qu'ils utilisent pour pouvoir avoir les populations de leur côté, parce que du point de vue renseignement, ces populations jouent un rôle extrêmement important. Mais une des difficultés, vous avez des zones où, quand vous regardez les gens, tout le monde s'habille de la même façon. Tout le monde se comporte de la même façon. Même le mariage qui a été bombardé, c'est ça. Quand vous en tenez à ce que vous voyez, mais vous ne pouvez pas faire la part des choses. Est-ce que ces gens-là, c'est des civils? Est-ce que ces gens-là, c'est des terroristes qui ont posé leurs armes quelque part en train de se reposer ou de faire la fête? C'est les mêmes types de populations que vous retrouvez partout. Et parfois, ça participe à l'exaction, puisque le militaire se pose la question qui est devant moi sans pour autant pouvoir répondre. Et un des reproches que les populations ont fait au niveau de ces exactions, c'est qu'à chaque fois, les militaires ont sévi sans avoir pris la peine de poser la moindre question aux populations. Mais ces populations, après, au lieu de se rapprocher de ces militaires, vont plutôt s'éloigner de ces militaires. Et quand ils s'éloignent de ces militaires, qu'est-ce qui leur reste? Mais c'est plutôt d'aller vers les adversaires de ces militaires, comme on dit, l'ami de ton ennemi, tu en fais quoi? C'est exactement le jeu que les populations font dans certaines zones, et ils se disent, mais avec les militaires, c'est plus compliqué. Avec ces gens-là, quand tu es de leur côté, tu peux vivre tranquillement. Et on a vu des témoignages également, des rapports fournis où des populations ont témoigné, s'être rapprochées des terroristes parce que ne se sentant pas en sécurité avec l'armée et voulant pouvoir continuer leurs activités ordinaires, y compris cultiver, mener leurs animaux au pâturage. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Tout de suite la pause et juste après, ce sera l'invité sport.